Chapitre 6. La maîtresse du capitaine. Le lieutenant Alamanno Bellini, lieutenant au second à bord de la Liberta, se levait tous les matins bien avant l'heure de son quart et s'offrait le luxe de rester un moment à la proue. Aucun des rares matelots présents à cette heure ne pouvait voir son visage, mais il souriait dans la lumière de l'aube. Ce moment était une trêve de solitude et de paix dans sa journée réglée par des exigences continuelles. Il aimait à surprendre les bancs de poissons d'argent qui volaient à quelques pouces au-dessus des vagues sur une grande encablure, à sentir le vent frais sur ses joues rasées de près, à entendre claquer les voiles et grincer les mâts dans ce silence odorant de la mer qui, le croyait-il, trempait son cœur de sagesse. La faim légère qu'il ressentait le mettait comme en alerte, et la lente apparition des couleurs sur le monde lui donnait le sentiment de participer à quelque chose d'immense et d'être, mystérieusement, à sa place. C'est pourquoi, depuis 3 jours, il se sentait particulièrement contrarié par la présence importune, pour ne pas dire totalement déplacée, de ces 2 femmes sur le pont. La plus âgée, Marla, cette prêtresse de la mer qu'ils avaient déjà transportée quelques semaines auparavant, lui inspirait une franche antipathie depuis le début. Il se faisait fort de ne pas lui adresser un regard ni un sourire, et de faire en tout point comme si elle n'existait pas. Mais il ne pouvait la rendre invisible, et ses mouvements, ses paroles, même feutrées, même inaudibles, le dérangeaient au plus haut point. Quant à la petite main, avec ses yeux verts et son air de ne pas y toucher, il ne se passait pas de jour sans que sa présence à bord ne posât un problème. Les hommes la guettaient, la reluquaient, la courtisaient. L'un d'eux l'avait même attrapée et embrassée de force, et le capitaine était entré dans une rage folle et l'avait puni avec une sévérité très excessive. L'homme était resté à fond de cale pendant 3 jours entiers, avec de l'eau pour toute nourriture. Loin de faire profil bas et de rester cantonné dans ses quartiers à servir la reine, Agnese profitait des longs sommes de celle-ci pour courir le navire, en tous sens. On sentait partout le frôlement de ses yeux verts, qui vous caressaient dans le dos, sur la nuque. On entendait le claquement de sa robe, qui se plaquait sur elle pour mieux dessiner ses infernales courbes de femme. Dès qu'elle arrivait sur le pont, Alamanno pouvait ressentir le relâchement de l'effort et de la concentration. Comme une risée courant sur la mer, elle perturbait la course du navire. Il savait qu'elle était là avant même de la voir ou de l'entendre. Il sentait simplement un changement chez les hommes, et particulièrement chez le capitaine. Au début, il n'avait eu que de vagues soupçons. Le capitaine avait insisté dans un discours sur le respect à témoigner envers toutes les femmes du bateau, et particulièrement envers la reine. Mais très vite, son second avait surpris des regards, des sourires, des déplacements nocturnes. La fille le rejoignait dans sa cabine, et si lui, le second, l'avait remarqué, il était bien évident que d'autres l'avaient remarqué aussi. Il n'y avait pas d'intimité dans un navire, il n'y avait pas d'heures désertes. Les hommes faisaient corps dans une promiscuité organique, et la distraction du capitaine avait un effet presque physique sur le reste de l'équipage. Si le capitaine se payait du bon temps, les hommes avaient bien droit à une petite relâche. L'imagination de ces mâles privés de femmes allait bon train, et dès que le capitaine et la jeune fille manquaient à l'appel, on risquait des sous-entendus graveleux, des blagues de potache, que le second écoutait attentivement en faisant semblant de ne pas les entendre. Cette jeune fille était une catastrophe pour la cohésion de l'équipage, pour le respect de la hiérarchie en général et du capitaine en particulier. Elle était source de division, de distraction et de jalousie, chose qu'Alamanno Bellini considérait comme les pires ennemis du marin. La jeune fille était présentement sur le gaillard d'arrière, non loin de la cabine du capitaine. Elle avait trouvé, la mère savait où, un pantalon et une chemise d'homme, et il pouvait la voir de loin, assise en tailleur, face à la mer,
ses longues tresses blondes à moitié défaites, accrochant les premiers rayons. La prêtresse de la mer, avec ses cheveux courts, huilés et tirés en arrière, ressemblait à un esprit surgi des eaux qui se fût attaché à elle. Elle la suivait comme son ombre et lui adressait continuellement des paroles, un flot de paroles qui ruisselaient sur elle, imprégnaient sa peau et s'infiltraient dans son âme. D'où il était placé, à la proue, le second devait se retourner pour les voir et ne pouvait les apercevoir que de dos. Mais leur présence, si discrète fût-elle, comme celle d'un spectre presque imperceptible, inaudible et transparent, n'en était que plus obsédante. S'il avait pu se rapprocher sans éveiller leur attention, il eût entendu les paroles distillées par Marla. « Ton corps est un objet du monde, pesant et stupide, mais ta chair, elle, frissonne de spiritualité, et tu dois parvenir à suivre, à l'intérieur de toi, ce filon fragile, cette veine ténue qui la relie à l'esprit. Laisse l'objet inerte et pesant autour de toi. Il n'est qu'une coquille, un rempart extérieur, tandis que t'enfonçant de plus en plus loin à l'intérieur de toi-même, tu découvres en ton sein des espaces infinis. Laisse l'objet inerte, cesse de l'irriguer de ton esprit, coupe mentalement ses membres morts, et sens, oui, sens au milieu de toi la source du pouvoir, le jaillissement bouillonnant de l'esprit. Tes mains sont de glace, tes jambes sont de marbre, mais dans ta tête au masque figé, des mondes tournoient et des forces se bandent. Cette puissance en toi, c'est la mer. Elle t'anime et te relie. Accepte ce mode d'existence où tu n'es plus toi, où ta personne glacée, figée, morte, s'est détachée de toi comme ton corps inerte. Tu ne fais plus qu'une avec la mer. Tu as perdu ton nom, ton visage, ta beauté, mais tu as gagné l'éternité. Tu es remonté à l'origine de toutes les formes, à la matrice universelle de toutes les âmes. Le pouvoir spirituel qui se trouve là, à l'intérieur de toi, est sans limite. Il franchit les autres corps, traverse les chairs comme si elles n'étaient rien, et atteint tous les esprits autour de toi. Tu seras capable de lire dans les âmes, tu seras capable d'imprimer des désirs, de soulever des terreurs. Tu auras le pouvoir de la déesse, qui possède tous les yeux, toutes les mains, tous les ventres, tous les secrets de ses enfants. Tu auras le pouvoir de faire naître et de faire mourir, de faire aimer et de rendre fou, de dresser des trônes et des échafauds. Agnésée, à ces mots, relâcha sa concentration et retomba lourdement dans son corps qu'elle découvrit endolorie et épuisée. « Je suis lasse, Marla, dit-elle. » La prêtresse n'insista pas. Elle l'entourait de soins presque amoureux. Lorsqu'elle ne se tenait pas à côté d'elle et ne lui parlait pas, elle s'occupait souvent de son bien-être. Agnésée ne savait pas quoi en penser. Cette femme lui était dévouée, depuis leur premier regard, pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas. La prêtresse prétendait avoir éprouvé, en voyant Agnésée pour la première fois, une sorte d'épiphanie religieuse. La mère lui aurait adressé un signe, lui serait pour ainsi dire apparu en personne, à travers le corps idéal d'Agnésée. Marla disait qu'elle ne pouvait ignorer cette révélation mystique, et que, en attendant d'arriver au siège de l'église de Porphyre, elle se devait de préparer la jeune fille. Préparer à quoi ? C'était là ce qu'Agnésée ne parvenait pas à comprendre clairement. Mais les bribes de pouvoir que Marla lui donnait étaient bien réelles. La magie de l'esprit, si différente de celle du toucher, était comme un continent dont elle s'approchait, et qui lui dévoilait de loin ses contours encore brumeux. Elle n'était pour l'instant pas capable de l'utiliser, mais elle ne doutait plus de sa réalité, et elle entrevoyait, un peu plus chaque jour, la façon dont elle l'aborderait. Et puis cette femme, si froide et si méprisante pour le reste de l'équipage, lui témoignait une révérence étrange, une révérence différente de celle de Guasparé, mais presque aussi forte. Ces marques de vénération paraissaient à la jeune fille d'autant plus incompréhensibles qu'elle subissait par ailleurs les regards offensants de tous ces hommes et le despotisme plaintif de la reine. Agnésée, comme une actrice, changeait 3 fois de vêtements dans la journée, car elle passait de ses pantalons de l'aube à la robe de la journée, avant d'endosser la splendeur de sa nudité nocturne. Mais elle changeait également de rôle, servante habile et dévouée, déesse incarnée,
Objet de désir bestial et amante adorée, Agnese avait parfois l'impression de se perdre dans les désirs des autres et ne savait plus avec qui elle était la plus vraie. Elle repensait alors à sa mère, qui semblait n'avoir aucun désir pour elle et qui ne lui demandait jamais rien. « Il est temps de nous retirer, Agnese, » dit Marla. « Voici le navire qui s'éveille. » La porte de la cabine du capitaine s'ouvrit, et le regard de Guaspare, en un instant, rencontra celui de sa maîtresse. Des souvenirs de la nuit qu'ils venaient de passer flottèrent un instant entre eux, entre leurs lèvres qui se souriaient à distance. Guaspare était repris de désir pour elle à chaque fois qu'il la revoyait, même après une absence d'un quart d'heure, car le souvenir de sa volupté chatouillait sa langue, démangeait ses doigts et faisait battre son cœur avec une intensité qu'aucune sensation présente n'était capable de lui donner. Ce fut Agnese qui, comme toujours, brisa l'enchantement en détournant ses yeux verts. Il en ressentit un froid soudain, un vide angoissant, et dut se résoudre à la regarder s'engouffrer dans l'escalier. Alors seulement, il jeta un regard circulaire sur le pont. Des hommes étaient déjà en train de prendre leur quart et le regardaient. Leurs yeux gonflés de sommeil n'étaient pas encore capables d'une réelle curiosité, et ils le saluèrent d'un air morne avant de reprendre le fil de leurs occupations. Guaspare se dirigea vers son second, à l'avant. « Lieutenant, dit-il, je vous informe que nous mettons le cap sur les îles Cornog. » Bellini marqua un temps d'arrêt. « Puis-je vous demander pour quelle raison, mon capitaine ? » Cela fait longtemps que je souhaite dissiper les rumeurs qui courent parmi les marins sur cet archipel. Nous en profiterons pour nous ravitailler en eau douce et en eau de vie. Mais nous avons l'habitude de nous ravitailler un peu au nord. Ah, les habitudes sont faites pour être changées, lieutenant. Autre chose ? Pardonnez-moi, capitaine, mais il ne s'agit pas de rumeurs infondées. Les habitants de Cornog sont connus pour des actes de piraterie occasionnels, et ils ne portent certes aucun intérêt à l'art. Nous ne sommes pas là pour vendre, lieutenant. Nous sommes là pour notre reine, mon capitaine, et il me semble que ce point d'avitaillement représente un détour qui pourrait... Il suffit, lieutenant. Ma décision est prise, je me rendrai à terre avec quelques invités désireux de visiter les lieux. Bien, mon capitaine, je ne saurais que trop vous conseiller de prendre quelques hommes armés avec vous et de ne pas vous attarder. Je vous remercie de votre conseil, lieutenant. Prévenez le timoniere, vous resterez à bord. Bellini, que cet échange avait enhardi, ne se laissa pas réduire au silence par le ton sec de Guaspare. « Mon capitaine, qu'y a-t-il, lieutenant ? Me permettez-vous de vous exprimer mon opinion personnelle sur ce que je considère comme un problème à bord ? » ?»« Certainement. » »« La jeune fille, la petite main de la reine, sa présence perturbe les hommes. Je pense qu'elle ne devrait pas circuler aussi librement dans le navire et... » Guaspare le fixait, de ses yeux bleus devenus glacials. « Et ? » ?»« Il y a des rumeurs, mon capitaine, que j'essaye de faire taire. Les hommes disent qu'elle vous visite dans votre cabine. Ils ne comprennent pas vraiment quel est son statut. Ils ont beaucoup murmuré lorsque vous avez puni le... « Que voulez-vous que j'y fasse ?» demanda Guaspare d'une voix blanche. « Il serait peut-être bon de clarifier la situation. »« Je vous remercie, lieutenant. Cette conversation est close. Allez prévenir le timoniere et commander la manœuvre. » Le second inclina la tête et fit un bref salut. Guaspare savait qu'il ne protesterait pas et qu'il fondrait sur les hommes qui oseraient dire tout haut ce que lui-même pensait tout bas. Bellini était un officier de valeur, et ils avaient développé au cours de leur dernière traversée une sorte d'entente tacite faite de respect mutuel, de courtoisie et de silence. Guaspare était un albareño, et aucun de ses hommes d'équipage n'était de son milieu. Bellini était le fils d'un riche marchand de Marsilia. Il ne buvait pas et était avare de sourire, mais il était droit, et cela peinait Guaspare de perdre son estime. Il s'appuya au bastingage et suivit la manœuvre qu'il venait d'ordonner. Instinctivement, il vérifia la direction du vent en regardant les mouvements des nuages et des vagues. « Parez à Orsay !» cria Bellini. « Amurez les basses vergues à tribord !» Tandis que son équipage fidèle et discipliné se disposait à effectuer la manœuvre, Guaspare songea à la manière dont Agnese lui avait demandé cette faveur, à moitié nue, en train de dénouer ses cheveux. Ce souvenir s'imposait à son esprit avec une vivacité tyrannique.
Larguez les hautes vergues à tribord. Les grimpeurs de mât se déplaçaient maintenant dans la voilure, comme des singes dans un arbre gigantesque. Chaque manœuvre mettait leur vie en péril, et Guasparé se surprit à suivre leurs acrobaties avec une certaine anxiété. « Brassez la barre à tribord !» Le timonier s'exécuta, avec une précision irréprochable. Le navire commença à virer, très lentement, et Guasparé sentit une ivresse monter en lui depuis le bout de ses bottes jusqu'à ses poumons. La Liberta obéissait, pliait son grand corps docile au mouvement qu'on imprimait en elle, comme Agnese la nuit, lorsqu'elle devinait ce que Guasparé désirait qu'elle fît, avant même que ses gestes fussent ébauchés. « Perdez du chemin !» C'était le creux de la manœuvre, le moment où le navire perdait de la vitesse pour faciliter le changement de direction. Guasparé eut, comme toujours, l'impression que la Liberta allait s'encalminer et s'échouer, que la manœuvre lui avait fait perdre définitivement le vent, l'avait mise hors course, et puis tout à coup Bellini cria « Brassez toutes les voiles à bâbord, réglez les voiles !» Il y eut alors un frémissement, comme si le navire épuisé était traversé par un désir renaissant, et dès que les grimpeurs en eurent donné le signal, on entendit « Bordez toutes les voiles !» Alors, dans un claquement joyeux, les voiles se tendirent, les mâts parurent se redresser, et le galion accéléra follement dans un éclat de rire général. « Bravo, messieurs !» cria Guasparé. « Vérifiez l'assiette !» Bellini, de loin, lui adressa un sourire, et Guasparé le lui rendit. Au loin, on ne devinait pas encore les côtes des îles Cornog à l'œil nu. Guasparé, réchauffé par la manœuvre réussie autant que par le soleil du matin, se sentait heureux. Les langueurs de la nuit se prolongeaient dans son corps assouvi et brisé. Il se sentait une faim de loup et avait presque oublié les remarques désagréables de son officier en second. « Mon capitaine !» Un jeune garçon nommé Pietro, mousse de son état, accourait vers lui. « La reine vous demande dans sa cabine, mon capitaine. » La reine. Il avait tendance à l'oublier, et chaque fois qu'il se rappelait sa présence à bord, c'était comme si un nuage obscurcissait le ciel. Elle était là, cherchant à le prendre dans les raies de sa douleur. Il devait à chaque fois faire un effort sur lui-même pour se rendre à son chevet, surtout le matin, lorsqu'Agnese dormait après sa nuit blanche et ses exercices avec la prêtresse. La mort dans l'âme et le ventre creux, il descendit l'escalier. Agnese avait été habituée à dormir dans une chambre étroite, rue de l'Achevoire, et l'exiguïté de sa cabine ne la dérangeait pas. D'ordinaire, après avoir administré à la reine ses drogues du matin, après l'avoir écoutée et massée, après l'avoir aidée à se laver, après avoir changé ses draps et les avoir donnés aux mousses chargées de la lessive, qui, manifestement, ne comprenait toujours pas la folie qui consistait d'abord à dormir dans un lit plutôt que dans un hamac, puis à donner à autrui tant de travail inutile en changeant les draps tous les jours, elle prenait 1 à 2 heures de repos. Mais ce matin, les cris de la manœuvre, les mouvements du bateau, la perspective de visiter l'île natale de sa mère et les progrès qu'elle faisait dans son apprentissage concouraient à l'empêcher de fermer l'œil, et elle était encore parfaitement éveillée lorsque Guasparé pénétra dans la cabine de la reine. Elle tendit son esprit et affûta ses sens, de sorte qu'elle parvenait presque à voir la scène qu'elle entendait à travers la fine cloison de bois. « Ah, mon fils, que je suis heureuse de te voir !» dit Lorenza avec un faux entrain. « Nous nous voyons tous les jours », fit observer Guasparé avec raideur. Il s'assit sur un tabouret, au pied du lit. La propreté impeccable de la cabine ne parvenait pas à contenir l'odeur du mal qui flottait dans l'air et lui soulevait le cœur. Il lui semblait que c'était l'odeur de sa culpabilité, l'odeur de son indifférence, qui le suffoquait quand il était obligé de regarder sa mère en face. Elle était là, toute petite, au milieu du grand lit, amaigrie. Il savait que le mal de mer l'avait tourmenté les premiers jours et affaibli. Mais il y avait autre chose, une chose qui le concernait lui, une chose qu'elle attendait et qu'elle dépérissait de ne pas recevoir. Il savait qu'il aurait dû ressentir une forme de tristesse ou de pitié, qu'il aurait dû éprouver le désir de passer du temps avec elle, pour le cas de jour en jour plus probable, où ce temps était compté. Il aurait dû avoir à cœur de panser les blessures du passé, de mettre des mots réparateurs sur ces grandes plaies de silence qui lésaient leurs relations. Mais rien de tout cela ne se produisait. Elle l'appelait tous les jours, et il répondait tous les jours à son appel,
et chacun d'eux espérait tous les jours quelque chose qui n'arrivait pas. Tu as eu 1000 fois raison de me présenter ces étrangers, Gaspare. Cette femme, à Eleanor, m'apporte une aide précieuse. N'est-ce pas le cas aussi de ta petite main? Si, bien sûr, Agnese est très douce, mais je parlais d'une aide plus spirituelle. Je suis heureux que tu aies une amie à bord. De quoi parlez-vous? Lorsque j'ai besoin de me distraire, elle me parle des drôles de choses que je trouverai dans sa cité, mais la plupart du temps nous parlons de l'existence et du sens que nous pouvons lui donner, de son fils qu'elle a l'impression d'avoir abandonné trop jeune, de l'éthique et de la sagesse de la cité d'Albâtre, de la mort aussi. Gaspare, qui l'écoutait avec un certain intérêt, se rembrunit. « Ne parle pas de la mort, maman. »« Je ne cherche pas à me faire plaindre, Gaspare, mais la mort est un sujet qui m'intéresse de près. Je ne vois pas pourquoi je devrais éviter d'en parler. » Le jeune homme soupira. Il était si beau, songea-t-elle, plus beau que son père au même âge. « Ce n'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, dit-il. » De l'autre côté de la cloison, Agnese entendit cette dérobade, et, malgré le désir et la tendresse et la solidarité charnelle qu'elle éprouvait pour son amant, elle ne put se retenir de le juger. « Tu n'es plus un enfant, Gaspare. Tu devrais pouvoir me supporter mourante et me parler comme à un autre être humain, avec le respect que je pense mériter. »« Encore des reproches !» dit-il d'un ton agressif, et tout son corps se tendit comme pour se lever, menaçant de la laisser seule. « Je ne t'ai jamais rien reproché, mon fils. J'ai accepté ton amour pour ton père, tes bonnes relations avec Sofia Calvenzano, tes séjours à la Villa Ridolfina. Je ne t'ai jamais dit un mot de reproche à ce sujet. »« Certains reproches sont muets, dit-il, buté. Tu étais là, toute noire, toute raide, et j'étais obligée d'emporter avec moi cette image de souffrance qui me suivait, comme un fantôme, dans toutes les joies que je goûtais. J'étais un enfant, je n'avais pas besoin de porter ta douleur. » Lorenza se tut un moment, et contre toute attente, sourit. « Tu parles enfin, dit-elle. C'est bien. Est-ce que tu as souffert de me laisser seule quand tu partais ?» Gaspare sentait des émotions dangereuses remonter du passé, un maelstrom de colère et de larmes. « Oui, dit-il. Tu ne me l'as jamais dit. À quoi cela aurait-il servi? Le soir, après que je m'étais amusée à la table de mon père, après que j'avais admiré la beauté de sa maîtresse, applaudi à leur danse, je me retrouvais dans mon lit, et je savais que tu étais au palazzo, seule, dans le silence. « Et tu m'en voulais de gâcher ta joie, dit-elle, rêveuse. « Oui. Tu aurais pu en vouloir à ton père de nous infliger à tous une telle situation. Je lui en ai voulu, plus tard. Que pouvais-je faire, Gaspare? Qu'aurais-tu fait à ma place? » Il se leva, mu par un besoin impérieux de regarder l'horizon marin. Il se trouvait maintenant à côté du lit et regardait à travers le hublot. « Je ne sais pas. Je ne me suis jamais mis à ta place, dit-il d'une voix étranglée. « Ce n'est pas grave, dit-elle. C'est normal. Tu étais un enfant. Tu n'avais pas à te mettre à ma place. Mais tu n'es plus un enfant aujourd'hui. » Il se retourna vers elle. « As-tu besoin de quelque chose ?» demanda-t-il d'un ton impersonnel. « Assieds-toi, je t'en prie, et écoute-moi. » Il s'exécuta, mais tout son corps criait son désir de fuir, depuis le tic nerveux de sa jambe jusqu'à ses regards qui s'échappaient sans cesse vers l'horizon, comme des oiseaux captifs voletant vers une fenêtre close. « La mort de ton père change tout, dit-elle doucement. Il n'y a aucune assurance que je survive, ni que je sois en état de régner. Tu dois rentrer à Marsilia. » Il s'immobilisa comme si elle lui avait porté un coup. « Que dis-tu » ? J'étais déjà très inquiète de laisser la régence à Gemma, mais là, Dieu sait dans quel état elle se sera mise à la mort de Ridolfo, qu'elle a toujours adoré. Elle va flancher, Gaspare. Marsilia a besoin d'un souverain digne de ce nom. C'est hors de question. Je t'accompagnerai jusqu'à la cité d'Albâtre, comme prévu. Non. Le fils et la mère se regardèrent, et leurs deux volontés têtues, leurs deux têtes couronnées, se heurtèrent. « Quand nous arriverons à Porcaris, poursuivit la reine, Aélénor et Keller s'occuperont de moi. Nous nous dirons adieu, et tu pourras rentrer directement à Marsilia. » Gaspare,
abasourdi, restait bouche bée. Il avait toujours cru que sa mère formait le vœu de mourir dans ses bras à lui. Il l'avait accepté et ne comprenait pas ce qu'elle était en train de lui dire. « Mais je croyais que... Je t'aime, Guaspare, beaucoup plus que moi-même. Tu auras été la passion de ma vie. Je donnerai tout ce qui me reste, tous les jours précieux qui me restent, pour pouvoir faire la paix avec toi et retrouver dans tes yeux l'amour, la confiance et le respect que tu me donnais quand tu étais enfant. Je te demande pardon pour toutes les douleurs que je t'ai fait porter, pour toutes les joies que j'ai gâchées, et je te pardonne tous tes départs, toutes tes fuites, tous tes silences. Mais je ne veux pas que tu m'accompagnes à Albâtre. C'est moi qui pars cette fois. » « Toi qui pars ? Et moi je suis censée retourner à Marsilia, expliquer à tout le monde que je ne sais pas si tu es morte ou vive, que j'ignore absolument tout de ce qui s'est passé pendant des mois et que je viens à m'asseoir sur le trône ? Ton père a toujours voulu que ce soit toi, Guaspare. Lazzaro Calbi ne voulait même pas que tu m'accompagnes dans ce voyage. Il me disait que la régence devait te revenir à toi. Le peuple t'adore, les aristocrates te respectent. Prends ton fardeau et laisse-moi le mien. Et si je n'en ai pas envie ? Tu feras comme font les adultes, Guaspare. Tu prendras sur toi pour accomplir ton devoir. Et qui te dit que je suis un homme de devoir ? Lorenza, dont les yeux étincelaient de ferveur depuis quelques minutes, se ratatina sur son oreiller. « C'est à toi de répondre à cette question, mon fils. C'est à toi de choisir si tu l'es ou non. » Dans son lit étroit, Agnese retenait son souffle, et elle tendit l'oreille désespérément pour entendre la réponse de son amant. Elle se rendit compte que son cœur battait anormalement vite, et que cette question, qu'elle ne lui avait jamais posée, revêtait pour elle une importance cruciale. Le beau, le troublant Guaspare, qui l'enivrait de ses baisers princiers, ne s'était jamais occupé ni de son père, ni de sa cité. Il avait fui sa vocation artistique et n'avait pas assumé la création de l'Aube sur la mer. Il avait rompu son engagement, si léger fût-il, avec Margherita. Sur ce navire, il se comportait davantage comme un homme en lune de miel que comme un capitaine, et il n'avait pour sa mère aucune de ces attentions vraies, de ces prévenances délicates surgies d'un cœur aimant. Agnese le voyait régulièrement sec et indifférent à tout ce qui n'était pas elle, et plutôt que de lui plaire, ce constat réitéré la plongeait peu à peu dans le malaise. Qu'allait-il répondre à Lorenza ? Accepterait-il le fardeau qu'elle lui confiait ? Pouvait-il réellement s'en détourner ? Aucune parole ne franchit les lèvres pleines et insolentes de son amant. Elle n'entendit que le bruit du tabouret repoussé et celui de la porte qui se refermait dans un claquement sec. Et puis, dans le silence revenu, le petit bruit irrégulier des sanglots solitaires de la reine épuisée. L'amour de Lorenza pour Guaspare ne pouvait pas diminuer, et c'était justement de cette intensité forcée que son cœur explosait. Car ce fils qu'elle avait cajolé et protégé, auquel elle avait tout transmis, qui détenait la meilleure part d'elle-même, qui s'était nourri et pétri de sa chair de femme, de son sang et de son lait, qui avait été destinataire de l'offrande de sa jeunesse, n'éprouvait envers elle aucune compassion. Il la regardait dépérir, il la regardait mourir, et ses lèvres ne prononçaient que d'éternelles accusations. Elle regretta 1000 fois de n'avoir pas écouté Lazzaro. N'importe qui aurait pu l'accompagner à Albâtre, tandis que Guaspare serait resté à exercer la régence à Marsilia, et n'importe qui eût été préférable, car elle aurait pu mourir dans sa douce illusion, en imaginant que son fils, s'il avait pu la voir, aurait été tendre, aurait blotti sa tête contre elle, l'aurait étreinte de toutes les forces du petit garçon qu'il avait été. Au lieu de cette illusion qui eût adouci sa mort, elle était obligée de regarder, jusqu'au bout, la réalité en face. Ce grand amour qu'elle éprouvait était asymétrique, et Guaspare, qui lui en voulait déjà d'être malade, serait sans doute soulagé de sa mort. Cette certitude intime, comme une lumière cruelle éclairant une vérité hideuse, longtemps pressentie, fut ce qui lui fit comprendre qu'elle ne survivrait pas. Les sages d'Albâtre pourraient user de leur art autant qu'ils voudraient. L'indifférence de Guaspare la tuait, plus sûrement que sa tumeur, en lui ôtant tout désir de vivre.